Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler du soutien psycho-émotionnel pour les personnes hautement sensibles. Alors les personnes hautement sensibles, c'est vraiment les personnes que j'adore accompagner en tant que thérapeute. Je dis que je suis thérapeute qui accompagne les traversées sensibles. Et la haute sensibilité, c'est vraiment ma spécialité. C'est une condition que je connais très bien puisque je suis moi-même hautement sensible et j'ai pu avoir mes propres traversées, mes aléas, mes pics et mes vallées au cours de ma vie. Et au niveau psycho-émotionnel, je trouve que c'est vraiment un pan de notre vie qui est extrêmement important, qui est commun à tous les êtres humains, mais qui est vraiment à la source de beaucoup de soucis, que ce soit physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Il y a souvent l'émotion à la source qui vient déstabiliser tout ça. Donc, j'ai choisi de me spécialiser dans la haute sensibilité, honorer le système nerveux des personnes hautement sensibles qui a des particularités qu'on va voir ici maintenant, et puis les revaloriser, vraiment les aider à retrouver cette valeur profonde de vouloir percevoir leur sensibilité comme une force et non plus comme une faiblesse. Donc, j'ai fait il y a un petit moment une vidéo sur le soutien moral, mental des personnes hautement sensibles. La vidéo était axée sur tous les mécanismes psychologiques, mais en termes des pensées, donc cerveau gauche, on va dire cerveau analytique, pensée, que pouvaient avoir en commun les personnes hautement sensibles. Donc tous les patterns, si vous voulez, qu'on retrouvait systématiquement, que ce soit la quête de la perfection, l'adaptation aux autres, le jugement de soi, la dévalorisation de soi, voilà, tous les schémas de pensée récurrents qu'on trouve le plus souvent, sans faire de généralité, chez les personnes hautement sensibles du fait du câblage très particulier de leur système nerveux. Dans cette vidéo, qui va se décliner en 2 vidéos, je vais vous parler du paysage psycho-émotionnel. Donc dans cette première vidéo psycho-émotionnelle, je vais vous parler des généralités, vraiment du paysage global des émotions, les traits émotionnels que peuvent avoir en commun la plupart des personnes hautement sensibles. Encore une fois, sans mettre des gens dans des boîtes, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans leurs particularités. Le paysage global, ça va être les grandes tendances, leur façon d'appréhender leur propre monde intérieur, mais aussi d'interagir avec le monde extérieur au niveau émotionnel. Dans une vidéo ultérieure, je parlerai des émotions plus spécifiques, c'est-à-dire vraiment chaque émotion prise une à une qui va montrer la particularité des sensibles par rapport aux personnes moins sensibles. Et on verra à ce moment-là plus en détail chaque couleur de la palette. À savoir que les personnes hautement sensibles, elles ont une hyper réactivité nerveuse qui est câblée comme ça chez eux, différemment des autres. Ça a été étudié. Ces personnes représentent à peu près 15 à 20% de la population, donc en minorité, on va dire, par rapport à une dominante dite moins sensible. Et donc le câblage de nerfs, les neurones sont un petit peu différents et vont créer une hyperréactivité face à des stimuli intérieurs ou extérieurs qui font que la réactivité est plus forte et au niveau émotionnel, ça se retranscrit aussi. Donc on va voir les grandes généralités là pour le moment. Évidemment qu'une personne hautement sensible, elle est, comme toute autre personne, sujette à des émotions. Ça, c'est le propre de l'être humain, de tout animal, je dirais, sur Terre. Ça fait partie de notre vie. Ce sont des émotions qui sont là en priorité pour nous protéger quand elles sont utilisées à bon escient, mais bien souvent, ce sont des émotions qui cavale malgré nous, on parle de cheval fougueux qui nous échappe, qui partent au galop et dont on n'est pas forcément maître ou maîtresse. Et c'est là que toutes les sagesses ancestrales traditionnelles du monde viennent nous enseigner que accueillir ces émotions, déjà pouvoir les reconnaître et ensuite pouvoir en faire quelque chose, quelque part avoir une reconnaissance de ces émotions et avoir non pas la mainmise ni le contrôle, mais
d'avoir, oui, de tenir les brides du cheval par rapport au cheval qui part au galop. Ça permettra de surfer, de naviguer la vie avec beaucoup plus d'aisance et d'avoir moins ces vagues d'oscillations très très fortes, mais d'arriver à quelque chose de plus nivelé, puisque de toute façon on ne pourra jamais vivre sans émotion. Donc le propre de cette vidéo, c'est vraiment de vous fournir des informations par rapport au profil hautement sensible et puis quelques petites solutions. Je vais parsemer cette vidéo de petites solutions qui vous permettront peut-être d'avoir un aperçu de ce qui peut soulager quand les émotions sont, on va dire, nous mettre dans un état de souffrance, ou alors qui peuvent aussi calmer des fois des émotions joyeuses, mais parfois un petit peu trop exacerbées. Donc, dans un premier temps, les émotions sont identiques à tous les êtres humains, que ce soit chez une personne hautement sensible ou moins sensible. Ça, c'est le premier postulat de base. Mais les personnes hautement sensibles vont avoir quelques particularités. Déjà, leurs émotions vont être beaucoup plus intenses. Beaucoup plus intenses, c'est-à-dire qu'elles vont s'imprégner à l'intérieur d'elles de façon plus forte, profonde et vive. Ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a un élan émotionnel, une vague émotionnelle qui se déclenche, mais au niveau du corps, il va y avoir une imprégnation, comme si ça s'engrammait plus profondément, et aussi de façon plus intense. Donc c'est comme si on chauffait le circuit électrique beaucoup plus fort que chez les autres personnes, et c'est plus vif, ça peut faire, quand ça fait mal, ça fait plus mal, quand c'est joyeux, c'est plus joyeux. On est vraiment dans des pics et des creux. L'autre particularité, c'est la durée des émotions. Les personnes hautement sensibles vont entrer dans un processus où elles vont faire quelque part perdurer le processus émotionnel. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que elles ont besoin de temps. Besoin de temps pour faire deux choses. À la fois ressentir au niveau corporel et émotionnel ce qui se passe, ces vagues, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, du dégoût, peu importe, elles vont avoir besoin de s'imprégner pleinement, et pour ça, pour que ça descende dans les profondeurs du corps, du cœur, et que ça s'engramme vraiment dans ces profondeurs, il y a besoin de temps. C'est comme quelque chose qui décante et qui se pose et qui vient infiltrer chacune de nos cellules. Ça, c'est le côté senti. Corps, émotion. Les émotions sont très en lien avec le corps. Quand on est triste, on peut avoir facilement une réactivité du corps, comme le fait de pleurer. Quand on est en colère, on peut souvent avoir une réactivité du corps, comme le fait de rougir. Donc il y a toujours avec l'émotion un aspect psychologique, mais aussi un aspect corporel. Ce qui n'est pas forcément le cas des pensées. Donc ça, c'est la première chose. Elles ont besoin de temps pour que ça s'infiltre à l'intérieur d'elles. Et à côté de ça, elles ont besoin de temps pour qu'au niveau cognitif, au niveau du traitement de l'information, elles puissent traiter justement tout ce qui va autour, toutes les pensées associées à cette émotion, tous les possibles imaginables. On a vu dans la vidéo précédente que la personne hautement sensible, au niveau mental, cognitif, adorait analyser, imaginer tout l'arbre des possibilités, toute l'arborescence des possibilités, des possibles, des scénarios envisageables, imaginer, projeter, inventer, réel, peu importe. Et donc, en traitant cette information de façon plus lente et en s'en imprégnant dans le temps et dans la durée, on se retrouve avec des émotions qui durent. On va dire que la personne hautement sensible fait perdurer l'expérience émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de vivre les choses pleinement et de façon vive et de façon vivante, et aussi parce qu'elle en retire des leçons. Quand c'est vraiment ancré en profondeur et que ça a été vécu pleinement dans la douleur ou dans l'euphorie, dans la durée, il y a quelque chose qui marque en elle et qui va faire que ce sont des enseignements qui vont l'aider à l'avenir dans les expériences à venir. La troisième chose, c'est que ces émotions sont plus
fréquentes. Pourquoi elles sont plus fréquentes? Parce que simplement, il y a un seuil d'activation beaucoup plus bas. Les personnes hautement sensibles, je vous disais, il y a une réactivité nerveuse qui est très importante, il en faut peu. Vous voyez, on souffle sur la braise, on souffle sur la flamme et le feu s'embrase. Donc, comparativement parlant à quelqu'un d'autre qui va avoir un niveau de stimuli égal, en fait, on va dire qu'une personne moins sensible, il va lui falloir peut-être un peu plus de temps, d'inertie pour arriver au plein feu, alors que la personne hautement sensible, c'est à stimuli égal, de suite, il y a une hyperréactivité. Et donc, on va trouver que ces émotions sont non seulement plus intenses, mais aussi plus fréquentes, puisque pour des toutes petites choses parfois, qui semblent anodines pour d'autres personnes, les personnes hautement sensibles vont réagir, être réagissantes. Enfin, la complexité des émotions. On est sur quelque chose de multicouche, en strates. On va avoir plusieurs émotions qui s'entremêlent. C'est complexe, c'est mélangé, c'est riche. Il va y avoir pas qu'une seule émotion, mais d'autres émotions qui satellisent autour, avec toutes les pensées associées. Donc on verra tout à l'heure comment on appelle ça. Et chez les personnes un petit peu moins sensibles, ça peut être beaucoup plus simple. C'est moins riche, c'est moins complexe, c'est moins diversifié. On est sur une mono-émotion. La colère, c'est la colère. On va jusqu'au bout, on pousse une bonne gueulante, et puis après, on oublie, on passe à autre chose. Chez le profil hautement sensible, on est vraiment chez des personnes qui font perdurer et donc qui entretiennent les métapensées, les méta-émotions, comme on va le voir dans un instant. Et la complexité, la richesse fait que c'est comme une bobine, une bobine, une pelote de laine complètement entremêlée qui fait que des fois c'est très difficile à démêler, où il faut du temps pour démêler aussi. Un dernier point, la particularité, c'est aussi la nature des émotions. Même si la personne hautement sensible va sensiblement avoir les mêmes émotions que la plupart des êtres humains, il y a quand même certaines émotions qui sont plus propices, qui vont se manifester plus souvent chez la personne hautement sensible que les autres. Et inversement, il va y avoir des émotions qu'elles ne manifestent, alors pas jamais, mais un petit peu moins que les personnes moins sensibles. On verra ça un petit peu on verra ça tout simplement en seconde partie de vidéo, lorsque l'autre vidéo parlera spécifiquement des émotions prises individuellement, une à une. Alors, qu'est-ce qui explique, on va dire, scientifiquement ce paysage émotionnel global? Comme je vous le disais, c'est un système nerveux qui est différent des autres. 15-20% de la population, donc les personnes dites hautement sensibles, il y a des études qui ont été faites, notamment Elaine Aron, qui a été la personne aux États-Unis dans les années 90 à identifier ce trait de caractère, ce trait de personnalité, et son mari a réalisé des IRM fonctionnels sur des personnes hautement sensibles et autres, et a pu voir qu'à stimuli égal, des zones du cerveau s'allumaient beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus diversifiée. Donc il y a vraiment une réponse cérébrale, un câblage de nerfs hyper réactif qui est propre, scientifiquement prouvé, propre aux personnes hautement sensibles. Ça va donner un paysage émotionnel où la personne, elle ressent ses propres émotions beaucoup plus fortement, profondément, voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais elle va aussi ressentir les émotions des autres. Et oui, sinon, c'est pas drôle. Donc, il y a comme une double couche qui s'installe. C'est pas juste la multiplicité des émotions propres, mais aussi c'est les miennes, celles des autres, celles de l'autre, celles d'un groupe. On verra ça un petit peu plus tard. Le lien à l'autre. Autre chose, la personne hautement sensible, elle est dotée de neurones miroirs extrêmement développés. Les neurones miroirs, ce sont des neurones qui sont très utiles dès la plus tendre enfance, chez le petit bébé, qui sont plus ou moins développés chez certaines personnes et qui permettent le mimétisme. Donc le neurone miroir, c'est vraiment le bébé qui va regarder son parent et qui va attendre une certaine réaction de la part du parent, que ce soit un sourire, que ce soit froncer les sourcils, que ce soit une voix douce, que ce soit une voix austère. Et à partir de là, le petit bébé, par rapport à des signes apparents, va
mimer en retour ce qu'il perçoit. Et donc, ça va définir beaucoup son identité psycho-émotionnelle aussi, selon qu'on ait eu des parents, on va dire, bienveillants, malveillants ou coucounants, ou au contraire, qui négligent complètement, ou alors complètement ambivalents, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, ou alors je t'aime sous condition. Voilà, ça peut créer beaucoup de dommages, on va dire, chez les jeunes enfants, mais ces neurones miroirs, ils ont cette particularité d'être là pour capter le message que nous envoie l'autre, et nous, en fonction, on va s'adapter, se suradapter parfois pour interagir socialement, tout simplement, auprès de l'être aimé, qui représente notre attachement affectif. Donc ça peut être très, très bienfaisant comme ça peut être délétère. Mais toujours est-il que les personnes hautement sensibles ont une quantité de neurones miroirs supérieure à la moyenne de la population. Donc c'est ça qui explique le côté extrêmement empathique. Le côté je me branche sur l'autre et sur les besoins de l'autre beaucoup plus que peut-être même sur mes propres besoins parfois quand la balance est en déséquilibre. On verra après le côté empathique et le rapport aux autres. Donc dans un premier temps, on va voir le paysage global émotionnel et comment ça peut se décliner un petit peu pour les personnes hautement sensibles. Donc tout d'abord, le paysage émotionnel de la personne hautement sensible. La personne hautement sensible, elle va ressentir des émotions simples plus facilement. C'est-à-dire qu'elle va être déclenchée plus facilement sur des émotions simples. On peut prendre, alors il n'y a pas de positif ou de négatif en termes d'émotions, mais parce que toutes les émotions sont utiles, encore une fois, et nous permettent d'avancer, d'apprendre des leçons, de grandir. Mais on peut dire qu'il y a des émotions qui nous font plus ou moins souffrir, selon leur intensité et le contexte dans lequel elles émergent. Les émotions dites qui font souffrir, ça va être la tristesse, la frustration, le fait de ne pas pouvoir avoir ce que l'on veut, ça peut être le dégoût aussi, où c'est une forme de souffrance ou de mise à distance, ça peut être la culpabilité, on verra le détail dans la prochaine vidéo. Ces émotions-là, dites négatives ou dites pouvant provoquer de la souffrance, sont plus facilement développées, plus facilement émergentes. Encore une fois, le côté réactif qui, de suite, je souffle sur la braise, le feu s'embrase. De la même façon, on peut avoir les émotions dites, disons, positives, qui font du bien, que ce soit du bien serein ou du bien exacerbé. J'entends par là, par exemple, la joie. La joie, on va s'émerveiller de tout ce qu'il y a autour, beaucoup plus facilement en tant que personne hautement sensible que la plupart des personnes qui sont moins sensibles. Il va moins y avoir ces oscillations. Le seuil de déclenchement va être plus lent chez les personnes moins sensibles, que ce soit la joie ou que ce soit la tristesse, par exemple. Une autre émotion, un senti, c'est l'euphorie. L'euphorie, on est dans la joie plus, presque la joie nerveuse, presque un débordement. Et l'euphorie, l'engouement pour la vie, cet élan qui est absolument extraordinaire et dopant, puisqu'il y a toute une neurochimie qui va derrière, qui fait qu'on entretient l'euphorie par l'euphorie, eh bien, ça va être déclenché beaucoup plus facilement chez quelqu'un de hautement sensible. Chez quelqu'un qui est moins sensible, ça va être plus lent à mettre en avant ou durer moins longtemps, moins profond, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, ce sont pour les émotions simples prises une à une. Si je prends maintenant l'exemple des méta-émotions, là, on rentre dans des paysages qui sont beaucoup plus complexes, riches et variés. La méta-émotion, c'est l'émotion à propos d'émotions. C'est j'ai plein d'émotions qui me traversent, je me rends compte de ce que c'est plus ou moins, et je vais analyser ça avec des pensées associées, et je vais... voilà, la fameuse l'image de la pelote, comme je le disais tout à l'heure, où tout va s'en mêler, parce que je suis triste, mais en même temps, je me rends compte que je suis triste, mais en même temps, je vais y associer des pensées du style, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis triste, quelqu'un me rend triste, et donc, est-ce que je me sens coupable par rapport à cette autre personne, vous voyez, donc il y a
des émotions à propos d'émotions et des pensées à propos de pensées qui vont nous amener vers quelque chose d'extrêmement imbriqué qui va faire perdurer l'expérience émotionnelle et rendre la pelote plus difficile à défaire sur le long terme. Deux exemples concrets que je vais vous donner qui vont illustrer ceci. On a, par exemple, quand quelqu'un vous parle sèchement. Quelqu'un vous parle sèchement, si vous êtes particulièrement sensible, vous allez être d'abord sous le choc. Il va y avoir comme un impact. Mais l'impact, il est vécu. C'est comme si on se prenait un coup physique à l'intérieur. Ce choc va emmener des métapensées. En général, il va y avoir beaucoup parce que la personne sensible a un rapport à l'autre qui est extrêmement important dans sa vie, puisqu'elle a son regard qui est naturellement tourné vers l'extérieur et vers les autres, ainsi qu'à l'intérieur, mais elle observe beaucoup plus, elle est beaucoup plus curieuse de la vie que les personnes moins sensibles. Il va y avoir tout de suite des méta-émotions comme, bon, bien sûr, l'anxiété qui vient avec le choc, mais la culpabilité qui va derrière. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que la personne m'en veut? Comment c'est possible? Il va y avoir aussi, s'il y a de la culpabilité, de la honte quelque part. De la honte en disant mais j'aurais pas dû, j'aurais dû. Et ce que ça montre, c'est que souvent, les personnes hautement sensibles, elles internalisent la faute. Donc au niveau émotionnel, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Donc je vais ressentir des émotions de culpabilité, de honte. Et à partir de là, elle va obséder avec des métapensées. Donc, comme je disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? La personne m'en veut. Est-ce que j'aurais pu, si j'avais fait ça autrement, peut-être que ça serait passé différemment. Je suis trop, je suis pas assez. Donc, on va tourner en rond. Ces métapensées vont amener une forme d'obsession mentale qui fait qu'on se sort difficilement de la situation, on va dire, qui choque. Et la personne va aussi suradapter sa réponse, c'est-à-dire qu'elle va marcher sur des coquilles d'œufs parce qu'elle va se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce que l'autre personne pourrait éventuellement penser ou ressentir, alors que, à vrai dire, on n'en sait strictement rien et que la personne, ça lui appartient. Et souvent, ce qu'une personne hautement sensible peut projeter chez l'autre, c'est des choses justement qui sont projetées, qui sont peut-être imaginées, peut-être inventées. Il peut y avoir 1000 scénarios possibles et pour autant, elles vont vraiment se suradapter au point où elles vont oublier leurs propres besoins. Il y a un autre exemple, alors par rapport à ça, comparativement à ça, une personne qui est moins sensible, elle va dire, bon, le problème c'est pas moi, c'est l'autre. Clairement, il est de mauvaise humeur, c'était pas son jour, il a un pet de travers, donc au lieu d'internaliser, de dire c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, c'est de suite, il n'y a même pas une remise en question, c'est l'autre. Parce qu'il y a quelque chose de plus affirmé, de plus sûr, il y a moins ce lien émotionnel qui nous tient comme un cordon d'une personne à l'autre. Il peut y avoir un petit peu d'irritabilité par rapport à quelqu'un qui vous parle sèchement, mais très souvent ça va passer, l'impact va être faible et la personne passe à autre chose assez rapidement. Un autre exemple qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus intense, je vais prendre l'exemple du ghosting. Le ghosting, c'est très à la mode ces derniers temps. C'est une façon pour une personne avec qui vous avez été en contact, avec qui vous avez eu des relations ou du moins des échanges, d'un coup d'un seul, sans explication aucune, de ne plus donner de nouvelles, de couper, de shunter, pour les raisons qui la concernent. Mais si vous voulez, on est comme dans une situation où la personne a chauffé votre circuit électrique, il y a eu une interaction qui fait que votre système nerveux a été sollicité, chauffé dans l'intensité, dans le rapport à l'autre, et le circuit électrique étant bien chauffé, bien rodé, et les deux personnes étant quand même dans une certaine interaction, à un moment donné, l'autre coupe le circuit, coupe les fils, part de son côté, ne se manifeste plus et vous laisse avec vous tous vos fils allumés. Donc chez la personne hautement sensible, ça va faire très mal.
les fils qui sont complètement allumés vont être pleins d'intensité, ça clignote de partout, on est dans quelque chose de très 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 intense, ça dépend bien sûr de tout l'historique de la relation avant, et ça fait très très mal au départ. Donc il y a vraiment un choc énorme. Et cette personne-là, elle va être dans l'incrédulité en fait, l'incrédulité, le désespoir, le désarroi en disant attends, je vais à 2000 à l'heure, c'est comme si je courais un marathon ou du moins une course de relais. La personne qui devait me passer le bâton du relais arrivait derrière moi, j'avais confiance en elle, je croyais en elle, c'était ma pote, c'était mon pote, c'était ma partenaire, mon partenaire. Elle arrive et au moment où je veux saisir le bâton, hop, elle me le tend pas ou alors elle l'a pas et moi je continue à toute bombe sur ma lancée, je suis propulsée et je pars dans le néant puisque je suis seule à présent et j'ai personne pour m'arrêter en fait et il faut du temps pour redescendre de tout ça. Et donc cette personne-là, elle est d'abord dans la blessure profonde, ça peut réveiller vraiment des blessures très 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 profondes. Alors bien sûr de l'anxiété, du choc, du désarroi, de l'incompréhension totale, mais aussi des blessures d'abandon, des blessures de rejet aussi. Parfois, certaines personnes ressentent ça comme de la trahison en disant « tu m'avais promis » ou « tu avais mis en avant ça et puis finalement tu disparais ». C'est très violent, on dit que c'est une violence relationnelle. Et la différence, c'est qu'une personne hautement sensible, elle va internaliser tout. Premier réflexe, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord moi le problème. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis trop, je suis pas assez, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle va donc remettre en question sa valeur personnelle. Ce qui est quand même très... Là, on va toucher dans les profondeurs de l'être, c'est-à-dire parce que l'autre a été tellement brutal avec moi, je ne vaux rien quelque part. Alors ça va dépendre un peu chacun de son histoire, hein, mais voilà, on est vraiment dans quelque chose qui va aller, comme je disais, en profondeur, dans les strates profondes du corps, du cœur, de l'esprit. Et les méta-émotions vont s'en mêler. Donc la culpabilité en premier, bien entendu, qui va se caler sur cette détresse et ce désarroi de départ. L'anxiété, bien entendu. Et puis après vont se mêler... toutes les émotions du cycle de deuil qui va venir en cercle, donc on va dire après l'incrédulité et le fait de vouloir négocier en disant non, mais peut-être que je peux récupérer ça, il va y avoir le mélange très subtil de la tristesse et de la colère, donc tristesse, colère, tristesse, colère, tristesse, colère. La colère qui sort et puis après l'épuisement de la colère qui amène vers une dépression et de la tristesse, tout ça en cycle, en rond, pendant, ça peut être des jours, des semaines, des mois, chez certaines personnes des années, et à terme peut-être l'acceptation. Donc ce cycle de deuil, il est très important. Et ça va se coupler avec des métapensées, par exemple, une personne hautement sensible face à du vide créé par l'autre personne, pour elle c'est insupportable. Alors pour tout être humain, hein, c'est insupportable de ne pas avoir une explication, une rationalisation, une résolution, une clôture, un rituel, voilà. Mais la personne sensible, ce qui va se passer, c'est qu'elle va essayer de combler ce manque, ce vide, en remplissant. Avec quoi? Avec sa propre résolution peut-être, puisqu'elle ne va pas l'avoir de la part de l'autre personne, et en remplissant avec, en se remettant en question elle-même en fait, ce qui est absolument pas le sujet, puisqu'elle ne devrait pas avoir à se remettre en question, dans la mesure où sa valeur propre, c'est pas le sujet. L'événement qui a eu lieu, on dit plus sur l'autre personne et sur les limitations émotionnelle et relationnelle, sociale de l'autre personne qui n'a pas été capable ou qui n'a pas eu le courage pour X raisons de dire les choses en face à face, de visu ou clairement, posément, et qui a choisi la fuite plutôt que, on va dire, l'engagement relationnel, même si c'est pour clôturer quelque chose. Et donc, la personne hautement sensible, elle va avoir besoin de comprendre. Alors tout être humain face à un néant, à quelque chose qui est non résolu, va avoir ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, qui est une tâche non traitée, une boucle cognitive qui tourne en permanence. Tant que l'information n'a pas été traitée, résolue, ça tourne et ça s'en va pas, ça devient des pensées obsédantes.
Et tant qu'elle n'a pas, vu qu'elle n'aura pas la résolution de l'autre personne, elle va tourner en rond dans sa tête et trouver sa propre résolution à terme, une fois qu'elle sera passée par toutes les couleurs de la palette émotionnelle et par toutes les pensées possibles et imaginables, ce qui va prendre du temps. Et à terme, elle arrivera à une compréhension intellectuelle de la situation et aussi à un apaisement des émotions qui ont été très vives et très cycliques. Et le temps sera ton meilleur ami dans ce cas-là. Comparativement à une personne moins sensible face à un ghosting ça va forcément piquer la personne aussi. Je veux dire, les personnes moins sensibles ne sont pas complètement insensibles non plus. Mais la différence, comme je disais, c'est qu'elle va externaliser le senti et la responsabilité, en fait. Elle va dire, en fait, c'est pas moi le problème, c'est l'autre qui a un problème, c'est l'autre qui a un souci relationnel, c'est l'autre qui n'a pas été capable, c'est l'autre qui a été incapable finalement, pour les raisons qui, là, le concernent. Et finalement, il peut y avoir au niveau émotionnel de la colère, il peut y avoir... mais la colère, c'est une émotion qui est externalisée, qui sort en fait, qui beaucoup plus que chez la personne sensible qui internalise. La colère, la personne sensible, elle va internaliser de la frustration, c'est la colère entrée. Alors que la personne qui est moins sensible, elle va projeter vers l'extérieur la colère. En fait, elle se protège quelque part, elle va dire c'est pas moi, c'est l'autre. Et donc, s'il y a eu des promesses de fait dans cette relation par le passé, la personne qui se met en colère, qui est moins sensible, elle va dire c'est inacceptable, l'autre c'est X, Y, Z, voilà. Et il peut y avoir aussi une possible déception, bien entendu, mais ça va passer beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus neutre et plus factuel. On est dans c'est la faute de l'autre, c'est pas ma faute à moi. À aucun moment je me remets en question. À aucun moment les personnes moins sensibles remettent leur valeur personnelle en question. Et donc elles vont dire c'est pas l'autre, c'est pas moi, et finalement la personne ne voulait pas, tout simplement. Elles vont factualiser. Elle voulait pas, mais je vais pas y accorder plus de pensée en me mettant à la place de l'autre personne et en vivant à la fois mes émotions et les émotions de l'autre. Je vais pas prendre cette posture de dire et qu'est-ce que l'autre personne aurait pu penser, qu'est-ce que l'autre personne aurait pu ressentir, etc., etc. Donc on peut avoir bien sûr des personnes sensibles qui sont coupées de leurs émotions. En général, c'est quand elles ont eu des blessures profondes, notamment dans l'enfance. Elles ont une grande sensibilité, mais justement, elles chantent parce qu'on leur a appris dans la plus tendre enfance à se renforcer, à créer une carapace et à ne pas montrer leurs émotions, parce que si elles montraient leurs émotions, leur figure d'attachement, papa, maman ou autre, les mettait en danger. Voilà. Pour elles, le fait de montrer leurs émotions, de devoir entrer dans un discours émotionnel, bien qu'elles soient sensibles, c'est trop se mettre en danger, parce qu'on peut subir des injures, des coups, on peut subir ou un parent ou une figure d'attachement qui vous ignore, qui vous aime à condition que vous soyez comme la personne veut que vous soyez. Et donc ces personnes-là, elles se chantent et elles s'interdisent en fait l'expression des émotions, elles s'interdisent le fait de parler de leurs émotions, de les ressentir, d'en parler, de les conscientiser. Et donc c'est malgré elles comme un mécanisme de défense où elles ferment tout pour ne pas avoir à trop ressentir et pas se mettre en danger par rapport à des mémoires anciennes traumatiques. Donc, moralité par rapport au paysage émotionnel, le sensible va sentir des émotions simples beaucoup plus facilement, vivement, qu'elles soient source de souffrance ou de joie et d'euphorie. Il va y avoir, comme je viens de l'indiquer dans ces deux exemples, des méta-émotions, des méta-pensées qui vont montrer une riche complexité, alors que chez la personne moins sensible, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus factuel, et ça dure moins dans le temps et c'est moins profond. Donc les souffrances sont moins profondes et les joies aussi. Et après, on a le double discours. Alors là, c'est typique aussi des personnes justement qui presque réfléchissent trop. Les personnes hautement sensibles, elles vont avoir une double vie. Ce que j'entends par là, c'est qu'elles vont avoir
tout ce qu'elles ressentent à l'intérieur, donc on prend les exemples qu'on vient de voir, vous voyez la multiplicité et la complexité de ce paysage émotionnel, tout ça, ça se passe à l'intérieur, c'est en ébullition, c'est un volcan intérieur, mais à côté de ça, elles ont leur vie à l'extérieur. Et leur vie à l'extérieur, je prends l'exemple typique de quelqu'un qui a des responsabilités au travail ou de quelqu'un qui a des responsabilités familiales, que ce soit auprès d'un enfant ou auprès d'une personne plus âgée. Et donc, elles se doivent quelque part de continuer dans la vie à traiter l'information extérieure du fait de leur responsabilité, d'être simplement un être qui doit fonctionner dans un système social, un contexte professionnel, relationnel, normal, on va dire, tout en ayant ses souffrances ou ses euphories à l'intérieur. Et donc, ces deux mondes-là, ils se superposent. C'est ça que j'appelle la double vie, c'est-à-dire que c'est difficile d'éteindre le discours intérieur. Là où une personne, on va dire, moins sensible, va pouvoir se focaliser sur l'extérieur, pleinement ou sur l'intérieur pleinement, la personne hautement sensible, elle va superposer les deux et donc ça va être extrêmement difficile pour elle de ne pas être distraite, de ne pas être... par exemple, si on accorde son attention à l'extérieur auprès d'une personne âgée ou de sa compagne ou son enfant, ça va être difficile de pas, dans son comportement vis-à-vis de l'extérieur, de ne pas être teinté par tout ce qui se passe à l'intérieur, la tristesse, la culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait de mal, le fait de se remettre en question, tout ça, ça va tourner en boucle, la fameuse boucle cognitive et émotionnelle dont je vous parlais à l'intérieur, pendant qu'on porte son attention sur l'extérieur et les deux mondes s'entremêlent et il y a comme, vous savez, des fréquences qui viennent interférer, des interférences. Et souvent, c'est difficile d'être pleinement authentique quand on est dans tant d'intensité intérieure et extérieure à la fois. Et donc, c'est souvent des personnes qui fatiguent énormément, qui sont épuisées, principalement par leur vécu intérieur, et parce qu'il y a la double couche de tout simplement poursuivre leur vie à l'extérieur en parallèle. Donc, effondrement d'énergie, épuisement, fatigue chronique, voire burn-out aussi, tant qu'on n'a pas appris quelque part à accueillir ses émotions, les reconnaître, les ressentir, les niveler et pouvoir peut-être séparer l'intérieur de l'extérieur pour se centrer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour soulager ce paysage très riche d'émotions ? C'est ce que je m'attelle à faire dans mes accompagnements auprès des personnes hautement sensibles. Et pour ma part, je m'adapte vraiment à l'histoire personnelle de chaque personne, son unicité, le fait qu'elle a telle histoire et pas celle du voisin ou de la voisine. Et donc dans les techniques qui vont être proposées, ou dans les rituels, il y a vraiment, ou dans aussi toutes les solutions naturelles de santé, comme l'usage de plantes pour calmer le système nerveux ou pour le rehausser, on va vraiment être dans l'individualisme, l'individualité et la personnalisation en fait du suivi. Mais si je devais donner des grandes lignes, oui, on a tout l'arsenal de plantes qui calment ou qui apaisent le système nerveux ou qui rehaussent l'énergie. Oui, on a toute une série de compléments alimentaires qui peuvent aider les tensions, quelles qu'elles soient, physiques, mentales, émotionnelles. On a des techniques qui passent par les plantes, l'eau, etc., etc. Mais après, il y a principalement aider la sphère psycho-émotionnelle avec une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et surtout une prise de conscience. Ça passe de toute façon par une prise de conscience à 50% du temps. Alors, je dirais que des émotions, elles peuvent faire souffrir, elles peuvent être intenses, mais elles sont aussi extrêmement bénéfiques. C'est à la fois, on va dire, ça peut être une souffrance, mais à la fois c'est un gros potentiel, un énorme potentiel. Puisque si on vit pleinement, vivement ces émotions, on a toute la palette d'expériences de vie à notre disposition. On a ancré en nous tellement d'expériences qui font que on peut avoir presque un rôle de consultant par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça nous permet à nous, déjà, une fois qu'on a vécu toute la palette et qu'on a pu en ressortir plus fort, plus forte,
de pouvoir mieux s'adapter à des situations, de dire, ben voilà, je puise dans la palette telle ou telle couleur et je vais, par rapport à cette nouvelle situation qui s'offre à moi, le temps passant, l'expérience avançant, je choisis comment je m'y adapte. Donc une capacité d'adaptation, de résilience énorme. Et ça en dit long sur la posture qu'on peut avoir vis-à-vis de l'extérieur ensuite, c'est-à-dire aider les autres à aller mieux, les prévenir de certains dangers, parce que voilà, on va dire que la personne hautement sensible, elle perçoit profondément les choses, elle les ressent, sans qu'il y ait forcément des choses de dites, elle perçoit l'humeur des gens, la vibe, l'énergie dégagée, et elle peut dire, ben voilà, là tu vas tomber dans le fossé, ou là au contraire tu gravis la montagne. Donc aider les autres à les prévenir, à voir les dangers et à aussi saisir les opportunités. Parce qu'elles ont eu cette réactivité tellement vive que c'est du vécu, quoi, tout simplement. Et après aussi aider à changer le monde, en fait. Moi, je parle souvent du rôle des sensibles de par leur sensibilité, leur expérience profonde et ancrée, elles peuvent, comme je disais, être de bons conseillers, conseillères pour faire évoluer tous les paradigmes en place, quels qu'ils soient, dans la société aujourd'hui, que ce soit politique, économique, sociale, environnementale, etc., etc. Donc, en sachant tout ça, on va dire que la première des choses, qui est souvent la chose la plus difficile à faire, c'est juste de se laisser traverser par les émotions, comme des vagues. Accueillir les émotions et non pas les gérer. On parle souvent de gestion des émotions, avant tout les accueillir. Et ça passe par là, ça veut dire se laisser traverser, ça veut dire les vivre pleinement. Ça veut dire les vivre vivement. Ça veut dire sentir toute la tristesse et la peine de la tristesse. Ça veut dire sentir la vivacité de la colère. Ça veut dire sentir le resserrement profond de la culpabilité. Ça veut dire ressentir l'affaissement de la honte, le recroquevillement. Ça veut dire ressentir toutes ces choses-là pleinement, aller jusqu'à l'intensité, le point culminant de la vague et au point de s'en sentir presque débordé et ne plus pouvoir, et ensuite sentir que ça redescend aussi. Et une fois qu'on s'autorise cette montée, cette descente, on se rend compte que ça part. C'est une vague, ça part, il y en aura une autre, mais elle sera peut-être moins forte. Et ça marche. Mais beaucoup de gens ne s'autorisent pas à vivre les émotions, prennent des cachets, alors je suis pas contre les cachets, j'en ai pris moi-même dans ma vie, donc aucun jugement de ce point de vue-là. C'est nécessaire quand c'est nécessaire, mais il y a des fois on a besoin de se laisser vivre et sentir les choses. Donc très rapidement, ça c'est la première posture. Deuxième, c'est de sentir où ça se passe dans son corps. Sans rentrer dans plus de détails, moi j'accompagne les personnes à fermer les yeux, se mettre dans un contexte, on va dire, émotionnel particulier, et puis sentir où ça fait mal, quoi. Ouf. Est-ce que c'est la gorge? Est-ce que c'est le ventre? Est-ce que c'est le plexus? Est-ce que c'est la mâchoire? Est-ce que c'est le visage qui se crispe? Est-ce que c'est les trapèzes? Est-ce que c'est les jambes qui tremblent ou les jambes sans repos? Où est-ce que ça se manifeste? Est-ce que c'est le cœur qui s'affaisse? Voilà. Et être dans le senti. L'émotion est en lien avec le senti. Donc il y a plein de techniques pour faire ça. Troisième chose, une fois qu'on a ces éléments, quelle est l'émotion? On la reconnaît, on la laisse passer à travers nous, on la ressent, on sait où elle se loge dans le corps. Ça va être d'aller chercher des pratiques de souffle principalement ou de gestes lents, de remise en mouvement du vivant, que ce soit par le souffle, par le geste, par l'écriture, par le verbe, pour faire sortir ces choses-là. Donc on travaille sur faire sortir par, voilà, comme je disais, par le geste, par le souffle. Moi, j'utilise énormément le Qigong et les respirations, ou alors des visualisations aussi, les sons aussi, pour faire sortir. Puis à un moment donné, on va faire rentrer des qualités qu'on aura définies ensemble, des qualités qui, une fois le vide fait à l'intérieur de soi, vont venir remplir et ressourcer de l'intérieur et augmenter sa valeur personnelle, son sentiment de plénitude, etc., etc. Quatrièmement, on peut miser sur la transmutation des émotions. Ce que j'entends par là, c'est quelqu'un qui vit énormément de frustration, par exemple, ou de la colère même, va avoir une énergie vive à l'intérieur de lui et pouvoir transmuter ça en quelque chose vers l'extérieur,
pouvoir se soulager. Et j'entends par là plus le processus créatif. Donc ça peut être chanter, ça peut être dessiner, ça peut être bouger, danser, ça peut être s'exprimer à l'oral, faire du théâtre, ça peut être écrire. Comment on transmute cette énergie forte, vive, intense, profonde, et où ça peut être taper du pied pour décharger à la terre, comment on l'extériorise, on la projette vers l'extérieur quelque part. Tout ça, pour ça, il y a des mouvements de Qigong qui aident à relancer l'élan créatif, l'inspiration. Et il y a plein de techniques qui existent pour nous amener vers plus de mouvement. Dans tous les cas, les techniques pour gérer ou accueillir les émotions dans un premier temps, puis les soulager, on ne va pas dire gérer, ça passe principalement par le corps, par l'externalisation, et aussi de se sortir de cette vision tunnel, focalisante, obsédante, et d'apprendre, il y a plusieurs techniques qui existent pour ouvrir la vision panorama et ouvrir à d'autres possibles, à d'autres choses que juste la focale émotionnelle ou cognitive sur laquelle on obsède, à propos de laquelle on obsède. Donc plein de techniques. À côté de ça, bien sûr, prévenir, se protéger, et se protéger, on va dire, des stimuli désagréables extérieurs qui peuvent induire des émotions, comme les films tristes, ou les infos, les news, ou le commérage, le fait d'écouter trop les autres qui sont dans le jugement, tout simplement, des autres. Tout ça va créer, on va dire, des relations un petit peu qui plombent en fait, et des informations qui plombent aussi et qui ne vont pas nourrir un équilibre émotionnel agréable. Et aussi se protéger de toutes les injonctions, on va dire, intérieures, c'est-à-dire l'auto-jugement, les pensées négatives à propos de soi-même, je ne suis pas assez, je suis trop ci, je ne suis pas assez ça. Et même le jugement des autres, qui plombe, qui amène vers le bas. L'idée, c'est de rehausser vers des émotions qui sont plus nobles et qui vibrent plus haut, comme on sait, il y a une échelle des émotions qui montre différentes vibrations. Tout en haut, on a la gratitude, toutes les qualités du cœur, l'empathie, la gratitude, la compassion, et plus bas, la joie, et plus bas, bien sûr, tout ce qui plombe, comme le doute, et plus bas encore, voilà, la colère, la frustration, la peur, le dégoût, et le dédain, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'outils qui existent, et en fonction de la personne, de son vécu, de son histoire, on va s'adapter à chaque cas particulier. Je vous remercie pour toute l'attention que vous avez apportée à cette vidéo très longue. Il y en aura donc une autre sur chaque émotion prise individuellement. J'ai déjà couvert pas mal de choses ici. On verra à la fois les émotions une par une, mais aussi lesquelles sont les plus fréquentes chez les personnes hautement sensibles par rapport aux personnes moins sensibles, et lesquelles on retrouve beaucoup moins. Et en attendant, si tous ces sujets évoquent un intérêt pour vous, si vous vous sentez concerné, que ce soit par la fatigue, l'épuisement dû à de l'hypersensibilité, ou alors le surmenage, l'énergie qui monte et qui part comme un volcan dû à une hypersensibilité, ou que ce soit la perte de sens ou la dépendance relationnelle affective, je propose des accompagnements sur plusieurs mois qui vont s'inspirer des techniques de soins naturels et on va dire de rituels, de recettes, de remèdes que je puise dans tout l'arsenal que j'ai à ma disposition aujourd'hui, des méthodes respectueuses de votre histoire à vous, des méthodes respectueuses de votre unicité, mais aussi de votre état naturel, où on ne va pas chercher des choses qui vont avoir des effets secondaires importants, que des choses sécures et agréables, et qui vont vraiment pleinement puiser dans votre potentiel, parce qu'il est là, ce potentiel. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet mynaturel.fr pour ces accompagnements, et je vous dis à tout bientôt.